L'accession en F1 est bouchée. Oscar Piastri ne roulera pas en F1, pourtant champion de Formule Renault et de FIA F3 et peut-être même champion de F2 cette année au vu de l'avance de 35 points qu'il a. Tout cela en étant rookie à chaque fois. La F1 se prive d'un énorme talent. Alors, Guan Yu Zhou est en lice pour épauler Bottas chez Alfa Romeo contre le titulaire actuel qui est Antonio Giovinazzi. Mais a priori, le prodige australien Oscar Piastri n'aura pas la chance de débuter en Grand Prix la saison prochaine. Le cas Piastri soulève donc beaucoup de questions sur la santé de la F1 et la direction qu'elle prend, et on va voir ce qu'il en ressort justement aujourd'hui. Premier constat, les carrières en Formule 1 se rallongent aisément, non parce que les pilotes arrêtent plus tard, mais parce que les pilotes y entrent plus jeunes qu'il y a 30 ou 40 ans. Le facteur du risque a diminué aussi, même s'il ne sera jamais nul, la F1 perdait 2 pilotes par saison dans les années 70, contre 2 en 25 ans aujourd'hui. Et les progrès en matière de sécurité ont été incroyables, surtout ces dernières années. La professionnalisation du métier de pilote a été aussi un facteur pour allonger les carrières, car désormais, avec les coachs physiques, les préparateurs mentaux, etc., les pilotes peuvent évoluer plus longtemps à leur meilleur niveau. Max Verstappen, qui en est déjà à sa 7e saison en F1 à seulement 24 ans, peut largement prétendre à battre le record de longévité d'un Raikkonen ou d'un Alonso en étant continuellement dans des écuries qui se battront pour le championnat. Même cas pour Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Carlos Sainz, Gasly ou encore Esteban Ocon par exemple. Tous ces pilotes vont, sur le papier, faire au moins plus de 10 saisons en Formule 1 et sont tous dans des écuries qui ont le moyen, on va dire, de se battre pour le championnat à moyen terme, sauf peut-être pour Gasly. C'est le deuxième constat que l'on peut faire, quasiment la meilleure moitié de la grille est bloquée par des jeunes très prometteurs dont on ne peut absolument pas douter de leur talent. Et le problème, c'est qu'ils sont tous de la même génération. Alors j'ajoute dans cette moitié de grille, caviar entre guillemets, 2 pilotes qui seront assurés de leur place plus pour des raisons politiques que sportives. On parle de Mazepin et de Stroll, on va pas débattre sur leur mérite ou pas, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais leur place est garantie par l'argent qu'ils amènent grâce au papa qui est au-dessus. Alors sans Stroll, Williams puis Force India devenu aujourd'hui Aston Martin aurait mis la clé sous la porte et sans Mazepin, As aurait aussi probablement coulé, ce qui nous donnerait une grille à 14 voitures, donc oui, d'une certaine manière, on peut quand même les remercier. Dans la deuxième moitié de la grille, on a les presque vieux, entre guillemets, dont la génération arrive tranquillement, on va se le dire, vers la fin de carrière. On parle de Hamilton, Vettel, Ricciardo, Bottas, Perez ou encore Alonso, pour ne citer que. Mais ces gars-là ont encore du jus pour faire au moins 3 saisons sans le moindre effort et ont un bagage, on va dire, technique que les jeunes n'ont pas encore, et c'est précieux dans une F1 qui est moderne et techniquement complexe. D'où le troisième constat qui est l'obligation pour toutes les équipes de devoir construire un projet viable économiquement qui n'est plus de la survie comme cela pouvait être le cas avant. La professionnalisation de la F1 la rend de surcroît moins flexible vu les sommes qui sont en jeu et le business n'a jamais été aussi florissant et autant en croissance à travers le monde. On n'entre pas en F1 comme on entre dans un moulin. Dernier constat, il n'y a que 20 places dans le monde et c'est le cas depuis une bonne grosse vingtaine d'années on va dire, contre les 40 par exemple qu'on pouvait trouver dans les années 80. Et alors quand vous avez chaque année plus de 20 jeunes en F2 et 30 en FIA F3, ça fait vite beaucoup pour seulement 20 places dans la catégorie reine, qui est la dernière catégorie. Oui, quoi qu'il arrive, tout le monde ne pourra pas aller en F1, je dirais même très peu auront cette chance avec cet entonnoir. Toutes les équipes qui ont des académies ont le même problème. Elles ne peuvent pas ou elles ne peuvent plus placer ou que très difficilement leurs jeunes poulains dans d'autres écuries. Chez Red Bull, on laisse une autre chance à Tsunoda pour faire un peu plaisir à Honda. Chez Mercedes, on n'a pas réussi à placer De Vries qui a gagné la F2 en 2019 et la Formule 1 cette année d'ailleurs, mais qui n'a jamais roulé en F1, contre un Albon à qui Williams va devoir cacher des secrets du moteur Mercedes par conflit d'intérêt avec Red Bull. Chez Alpine, on n'a que 2 places qui sont déjà prises par Alonso et Ocon. Chez Ferrari, on a déjà placé tout ce que l'on pouvait placer, on va dire, pour le moment, car Alfa Romeo a pris un Bottas dont elle aura grand besoin pour les années à venir, et on a un jeune qui pousse derrière Giovinazzi et Joe qui s'appelle Théo Pourchaire. Bref, c'est la merde pour toutes les équipes. Les remplaçants de la génération d'Hamilton sont déjà là et sont même dans les meilleures équipes. Donc avant de voir les remplaçants de la génération de Verstappen et de Leclerc, on a encore un petit peu de temps. Cela crée donc un bouchon à l'entrée pour des pilotes qui ont le talent, généralement l'argent, mais qui n'ont pas la troisième composante pour entrer en F1,
le timing. Et là, le timing est plus mauvais que jamais pour les 2-3 ans à venir au moins. Car au lieu d'avoir un marché des transferts légèrement animé chaque saison, on en a un complètement dingue tous les 2-3 ans car les contrats se sont re-signés pour la grande majorité, on va dire, en 2020 pour plusieurs années. Alors que faire? Se coucher, voilà, se coucher, voilà. Le plus simple, ce serait d'avoir plus de baquets. 20 aujourd'hui, c'est trop peu et on n'a plus ces petites écuries d'autrefois comme Minardi, qui étaient non seulement tout le temps derrière, mais qui permettaient aux jeunes de pouvoir faire leurs premières armes avant de sauter dans une écurie plus forte. En fait, si vous voulez, Minardi jouait un petit peu ce rôle de tampon entre, on va dire, la F2 de l'époque et les grosses équipes en Formule 1. Haas ne remplit ce rôle finalement que pour Mick Schumacher, car la famille Mazepin va probablement y rester pour faire comme la famille Stroll. Et encore, hein, on va attendre de voir ce que ça donne parce que ça pourrait donner autre chose, on ne sait jamais. Il nous faudrait donc plus d'équipes, cela ralentirait le problème sans pour autant le résoudre, ou alors il faudrait 3 voitures par écurie. Et là, c'est un peu plus problématique. Sauf qu'on est justement en train de limiter au maximum les dépenses des écuries pour que la F1 devienne économiquement viable et puisse faire sens, on va dire, pour des investisseurs. Ajouter une 3e voiture par écurie ne serait économiquement pas faisable pour chaque écurie. Depuis le début de la discipline et depuis environ, on va dire, 20 ans, les écuries passent de main en main de propriétaires. Red Bull a racheté Jaguar fin 2004, qui elle-même avait racheté Stewart Grand Prix fin 99, fondé pour la saison 97 de Formule 1. Un autre exemple, Mercedes a racheté Brown GP fin 2009, qui lui-même avait racheté l'écurie Honda fin 2008, qui avait racheté British American Racing fin 2005, qui avait racheté l'écurie Tyrrell fin 99. Bref, on a eu peu de 109 en Formule 1 ces dernières années, sauf des échecs qui ont tenu 3 saisons et quelques, comme HRT ou Caterham. La dernière équipe en date à avoir été fondée à partir de rien, c'est Haas, et elle ne se trouve pas dans la meilleure des dispositions. Sauf que désormais, pour entrer en F1, il vous faut aligner 200 millions de dollars rien que pour avoir le droit de participer en tant que nouvelle écurie au championnat du monde de Formule 1. Ça fait beaucoup. C'est le fameux ticket d'entrée qui sert justement à garantir la valeur du plateau et des équipes qui prennent part au championnat du monde de Formule 1, car tout ce qui est rare est cher. Une fois les 200 millions dépensés, faut construire une usine, recruter du personnel qualifié, parce que ça se trouve pas tous les 4 matins, et acheter le nécessaire pour construire votre Formule 1. Au final, les choix des pilotes, c'est presque le plus facile tellement il y en a sur le marché. Ah oui, j'oubliais, malgré votre investissement, il n'y a absolument rien qui ne vous garantit que lorsque votre voiture va toucher le sol pour la première fois et prendre la piste, qu'elle soit rapide. Ouais, ça c'est sûr. Grosso modo, vous pouvez lâcher probablement un demi-milliard sur la table pour votre écurie et vous pouvez avoir une poubelle sur 4 roues qui vous fera passer vous et votre écurie pour des losers. Voilà, c'est pas non plus du tout risqué, on va dire, comme investissement. Ça peut faire un petit peu peur, ça peut refroidir. Donc oui, les investisseurs privés dont le cœur de métier n'est pas spécialement l'automobile ou le sport automobile ne vont clairement pas se risquer à tout construire à partir de rien. Ce qui laisse 2 types de candidats potentiels pour construire une écurie à partir de rien pour la Formule 1. Les constructeurs automobiles et les équipes privées de sport automobile comme des équipes de Formule 2 ou de GT. Même si des équipes prestigieuses de Formule 2 comme Prema ou Art Grand Prix ont du succès en catégorie junior, cela reste un petit groupe de personnes qui exploitent des voitures qu'ils achètent. Or, en Formule 1, mesdames et messieurs, on ne peut pas acheter une voiture et courir avec. Il faut construire sa propre voiture et l'investissement global est là aussi énorme et en dehors du modèle économique de ces équipes privées. Donc, le seul candidat qui pourrait se permettre d'entrer en F1 pour aligner d'autres monoplaces et résoudre, on va dire, notre problème de bouchon, ça serait un constructeur automobile avec un sacré paquet de pognon. On a déjà parlé du groupe Volkswagen qui pourrait faire son entrée en Formule 1 via la marque Porsche d'ailleurs qui se concentre sur son carburant synthétique pour le moment. Et comment ça tombe bien, la F1 va utiliser du biocarburant à 100% à partir de 2025. Comment c'est pas arrangeant du tout. Les rumeurs disent que Volkswagen pourrait s'associer à Red Bull pour rebadger leur moteur et avoir une Red Bull Porsche entre guillemets.
mais dernièrement, on parle d'une entrée du groupe Volkswagen comme une nouvelle écurie en Formule 1. Sauf que 200 millions de dollars, un V6 hybride ultra complexe à construire à partir de rien, une usine, du personnel, bref, c'est moins cher et plus sympa d'aller faire l'endurance avec tout le monde pour les 24 heures du Mans que de se prendre la tête à entrer en Formule 1. Du coup, avec cette histoire de ticket d'entrée à 200 millions de dollars, la F1 protège sa valeur mais se tire une balle dans le pied car trop peu de candidats existent pour entrer en F1 et parmi ces candidats, la F1 n'est pas aussi intéressante financièrement pour le moment que d'autres catégories comme les 24 heures du Mans. C'est notamment pour cela que l'on parle de décomplexifier le V6 hybride en retirant le MGU-H afin de rendre plus simple et plus attractif la catégorie pour notamment le groupe Volkswagen. Ouais. Vous connaissez probablement l'expression « plus on est de fous, plus on rit ». Bon, alors, en Formule 1, on aime particulièrement tirer la gueule plutôt que de rigoler. Est-ce que le ticket d'entrée en F1 fait véritablement sens à l'heure actuelle et dans l'état dans lequel est la discipline? Probablement pas. En fait, c'est aujourd'hui plus une contrainte qu'une protection pour la F1 qui, derrière, perd probablement plus en valeur qu'elle ne se protège véritablement. Ne pas ouvrir la discipline plus facilement à d'autres nouvelles équipes se répercute directement sur les catégories juniors comme la F2 et la F3 qui aujourd'hui finalement n'ont qu'une valeur très limitée car elles ne vous font pas accéder à la F1 en tant que pilote. Et ça c'est problématique. Et ces pilotes de F2 vont devoir partir de l'écosystème F1, F2, F3 en n'ayant qu'une chance que très limitée d'un jour pouvoir revenir et entrer en Formule 1. Fort d'un soutien et surtout d'un bon timing, Gasly ou Van Dorn sont partis pendant 1 an au Japon avant de faire leur entrée en Formule 1. Mais aujourd'hui, Oscar Piastri est une pépite rare du standing de Charles Leclerc ou de George Russell qui est en passe de gagner 3 championnats à la suite en étant à chaque fois rookie dans la catégorie. C'est suffisamment rare pour pas passer à côté. Dans l'idéal, il faudrait probablement retirer ce droit d'entrée de 200 millions de dollars pour que le plateau soit fort de 12 équipes et 24 voitures avant de redemander un ticket d'entrée pour le prochain. L'arrivée d'une nouvelle équipe de F1 se compte sur au moins 2-3 ans minimum, soit pas avant le nouveau règlement moteur, donc malheureusement, la F1 va être assez bouchée pour les quelques années à venir et aujourd'hui, on ne peut rien y faire. Oscar Piastri, comme Callum Ilott ou Nick De Vries vont devoir ronger leurs freins encore un petit peu, mais eux aussi perdent de la valeur s'ils ne courent pas ou s'ils ne gagnent pas. Le cas Piastri sera probablement suivi par d'autres sur les années à venir, et c'est envoyer un mauvais signal à tous les jeunes dans les catégories juniors car même avec le talent et l'argent, le timing contre lequel vous ne pouvez rien faire pourrait vous ôter votre propre rêve. Alors Oscar Piastri pourra quand même compter sur son manager Mark Webber pour trouver un baquet dans un championnat compétitif comme l'IndyCar ou même la Super Formula au Japon, histoire de faire 1 an avant de retenter d'entrer en Formule 1, mais derrière, ça sera toujours un petit peu plus complexe.